Bonjour à tous. Quel avenir politique pour Marie-Luce Panchard? La droite républicaine est-elle définitivement à oublier en Guadeloupe? Quelle opposition municipale l'ancien maire de Basse-Terre compte-t-elle incarner? Marie-Luce Panchard, vice-présidente de la région Guadeloupe et ancien maire de Basse-Terre, est l'invité de Franc-Parler. Bonjour Marie-Luce Panchard. Bonjour. Bonjour, soyez la bienvenue sur le plateau d'Éclair TV et de Franc-Parler. Quel regard portez-vous sur la gestion des affaires communales du chef-lieu depuis que vous avez été battu? J'ai le sentiment que cette ville mériterait qu'on puisse s'en occuper un peu mieux et que bien souvent, je l'avais dit au début aux Basse-Terriens, Basse-Terre ne peut pas se permettre d'avoir des personnalités qui aujourd'hui considèrent que la gestion budgétaire est quelque chose de secondaire. On a vraiment affaire à des amateurs et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé hier soir au conseil municipal. On ne peut pas accepter. On est quand même, je dirais, des élus responsables. On doit donner l'exemple. On ne peut pas accepter de maintenir un conseil municipal à 18 h alors qu'il y a un couvre-feu à 19 h. C'est pas sérieux. Il y a des Guadeloupéens qui s'interrogent, qui se disent qu'ils vont peut-être perdre leur activité parce qu'ils ne pourront plus travailler jusqu'à 20 h, 21 h. Et nous, les élus, pour des raisons de facilité, nous utilisons des attestations. Certes, elles sont là pour ça, mais je pense qu'il faut savoir l'utiliser à bon escient. S'il y avait une urgence, or il n'y avait aucune urgence, Monsieur Fandéré. La ville de Basse-Terre est sous tutelle de la Chambre régionale des comptes, donc le délai normalement c'est fin avril, mais pour des collectivités sous le contrôle de la CRC, vous pouvez aller jusqu'au mois de juin. Et en plus, on avait des dossiers importants, le compte de gestion de la ville, le compte administratif, le budget primitif et le contrat de redressement outre-mer, le quorum, pour lequel, effectivement, aujourd'hui, le maire propose qu'on puisse signer avec l'État. Donc, on avait un certain nombre de questions. Donc, il fallait faire quoi? Il fallait avancer l'horaire? Il fallait soit avancer l'horaire, on aurait pu commencer à 15 h, 14 h, ou soit retarder, le faire un mercredi après-midi, tranquillement, ce qui aurait permis de débattre. Mais visiblement, ça fait quelques mois, j'ai remarqué, que, au motif de la Covid, tout se fait à huis clos. Je peux comprendre qu'on ne puisse pas accueillir la population, mais on peut quand même accueillir la presse pour permettre effectivement ces échanges et ce débat contradictoire, non pas pour être dans une opposition systématique, mais pour montrer qu'il y a des choses qu'on pourrait faire différemment dans l'intérêt de la ville, dans l'intérêt du chef-lieu, qui doit jouer un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire au niveau du Grand Sud Caraïbes. C'est la raison pour laquelle vous avez quitté avec les autres conseillers de l'opposition le conseil municipal d'hier soir. Oui, parce que je ne veux pas me rendre complice. On ne peut pas demander aux élus d'être exemplaires. Et puis, dans le dos des Guadeloupéens, on fait un certain nombre de choses. Et je note d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié, mais en tout cas, il y avait 3 adjoints piliers de la majorité qui n'étaient pas présents hier soir. Notamment, vous trouvez ça normal, le premier adjoint en charge des finances de la collectivité. Il y a visiblement quelque chose qui ne fonctionne pas. Un empêchement, le maire va s'expliquer, je pense que vous allez l'inviter, mais c'est particulièrement troublant de voir quand même que monsieur Guillaume, madame Pétro et madame Rod n'étaient pas présents, ainsi que d'autres conseillers municipaux qui n'étaient pas là, puisqu'il avait tout juste son quorum avec 18 élus de sa majorité. Il n'empêche, Marie-Luce Panchard, que le compte administratif 2020 et le budget primitif de la ville de Basse-Terre ont été adoptés, sans vous. Mais de toute évidence, c'est un peu ce qu'il recherchait. Parce que, bien évidemment, après avoir critiqué la situation de la ville et de se rendre compte que les signes de redressement, alors que je le disais depuis 2019, ils sont là, il veut s'approprier le résultat positif de 5 années de gestion rigoureuse qui montre qu'aujourd'hui, Basse-Terre va un peu mieux, même s'il faut être extrêmement prudent, parce qu'effectivement, nous avons un excédent au niveau du budget de fonctionnement, non pas en 2020, comme il l'a dit ce matin sur un des médias, mais depuis 2019, même si c'était très faible à 23 000 €. Et ce qu'il y a de mieux par rapport à l'année dernière, c'est qu'il a une capacité d'autofinancement et qu'il a un fonds de roulement aujourd'hui qui est positif. Mais visiblement, M. Attala ne maîtrise pas bien tout ça. Vous le revendiquez, ça?
Je ne revendique pas, je dis simplement quand on connaît le fonctionnement et on sait lire un budget, il faut être extrêmement prudent parce que l'année 2020 est une année particulière. La ville n'a pas dépensé parce qu'avec le confinement, il n'y a pas eu des dépenses de restauration scolaire, il n'y a pas eu de dépenses pour les établissements scolaires. Donc la ville a fait beaucoup d'économies, ce qui fait que ses recettes étaient plus importantes que ses dépenses. Et ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, quelle est cette capacité d'autofinancement qui soit meilleure. Il faut attendre, et d'ailleurs le payeur l'a dit, 2021-2022. Surtout que moi, je voulais intervenir et avoir ce débat avec le maire, parce que dans les préconisations de la Chambre régionale des comptes, il est dit d'ailleurs pour toutes les communes qu'il faut maîtriser la masse salariale, il faut tendre à une diminution de cette masse salariale. Or, je constate que le maire a recruté une dizaine de collaborateurs, et qu'en plus, quand vous regardez les dépenses, c'est-à-dire les charges à caractère général, c'est-à-dire les dépenses courantes, il augmente considérablement ce poste, ce qui peut craindre un déficit supplémentaire. Et d'ailleurs, il proposait de voter un budget avec un déficit de fonctionnement de 6 millions, alors que nous l'avions ramené en 2019 à 3 millions. Donc, tout ceci, non pas pour faire un débat de chiffres, mais demander une explication. Mais visiblement, André Atala ne cherche pas cette explication dans une confrontation, dans un dialogue comme nous pouvons avoir, puisqu'il n'est pas forcément à l'aise avec ces sujets. Il préfère le faire à huis clos et on le sait, le lendemain, il fait une belle opération de communication en résumant un peu ce qui a été dit au conseil municipal, avec bien évidemment son analyse qui est la sienne, mais qui n'est pas forcément la mienne. La nouvelle majorité municipale du chef-lieu va devoir s'y faire. Vous comptez assumer pleinement votre rôle d'élu municipal de la minorité, c'est ça? Oui, j'assume pleinement mon rôle. Les Bastériens m'ont élu pour être conseillère municipale. J'entends jouer mon rôle et je considère que c'est important d'être à côté d'une population, d'abord pour être à l'écoute, pour suivre effectivement ce que vous avez porté, qui, si aujourd'hui la nouvelle majorité le met en place, moi je ne peux que me féliciter parce que je prône depuis des années le fait que Basse-Terre doit jouer un rôle au niveau de l'aménagement du territoire. Donc tout ce qui va dans le sens du développement du chef-lieu et pour le rééquilibrage du territoire de la Guadeloupe, je serai favorable. Donc je ne vais pas m'opposer à un projet que moi-même j'ai porté et j'ai défendu. Marie-Luce Panchard est prête à rempiler pour un nouveau mandat à la région aux côtés d'Harry Chalus? Ce n'est pas moi qui vais en décider. Vous savez, le président Chalus, c'est quelqu'un qui demande... Est-ce que vous en exprimez le désir? Aujourd'hui, je me suis concentrée sur deux activités essentielles qui sont celles de ma fonction de vice-présidente du conseil régional et puis en tant que conseiller municipal de la ville de Basse-Terre et puis dans les différentes instances où je représente la région au niveau du grand port maritime, à la SEM patrimoniale ou plus récemment, vous m'avez vu, au niveau du conseil d'administration du MAT. Je considère aujourd'hui, et le président a raison, nous devons travailler jusqu'à la dernière minute. Harry Chalus va conduire cette liste aux élections régionales. Je lui fais confiance, c'est un fin stratège et je serai à ses côtés, s'il le souhaite, pour continuer à travailler pour mon pays, Guadeloupe. C'est ce qui m'anime. Je ne m'intéresse pas aux tractations, je ne m'intéresse pas à ma carrière personnelle, je ne fais pas carrière en politique, je n'ai jamais cherché à le faire, parce que si j'avais voulu le faire, peut-être que je n'aurais pas fait forcément le retour ici dans mon pays. Ce qui m'anime d'avant tout, c'est me dire ici, il y a un potentiel, il y a beaucoup de Guadeloupéens qui peuvent contribuer au développement, mais c'est vrai qu'on a un mode de fonctionnement, chaque fois que quelqu'un veut faire quelque chose, on a le sentiment qu'il faut le ramener plus bas que terre, parce qu'il faut empêcher quelqu'un de pouvoir briller plus qu'un autre. Et ça détruit... On sent de l'amertume dans vos propos. Je dis qu'il y a quelque chose qui participe à l'autodestruction des Guadeloupéens. Et il faut qu'à un moment donné, nous prenions conscience qu'il faut sortir dans ces schémas, qu'il faut regarder ce qui est positif et avancer, parce que personne ne pourra le faire pour nous. Il ne faut pas qu'on compte sur les autres, il ne faut pas qu'on compte sur la France hexagonale, elle sera là pour nous accompagner. Il faut qu'on puisse prendre nos responsabilités, et prendre ses responsabilités, c'est s'appuyer sur tous ceux qui ont envie de le faire, sans arrière-pensée politicienne. Il faut conforter l'accord de gouvernance avec GUSR dans sa forme actuelle ou le faire évoluer? Le GUSR a déjà évolué, puisque vous avez vu lors d'un des congrès, il parle aujourd'hui plus de solidarité que de socialisme, parce qu'il faudrait, quand on regarde l'idéologie
autour du socialisme, il y aurait beaucoup à dire. Donc le GESR est un partenaire important au sein de notre majorité. Le président a voulu une majorité plurielle et le GESR est un partenaire qui compte, bien évidemment. Et j'imagine que le président travaille en lien avec le président de l'OSBAR. Pour moi, je ne vois pas de divergence. Ce sont deux hommes extrêmement intelligents qui ont le sens du devoir, le sens de l'intérêt général, et ils feront ce qui, je pense, est meilleur pour la Guadeloupe. Quel bilan faites-vous de votre action à la région Guadeloupe durant cette mandature, Marie-Luce Panchard, dans le périmètre évidemment qui était le vôtre? Dans le périmètre qui était le nôtre, qui est un périmètre extrêmement compliqué et complexe, puisque c'est la gestion des fonds européens, vous savez que nous sommes arrivés en prenant cette gestion et en devenant l'autorité de gestion. Rien n'était préparé. D'ailleurs, ça nous a pris 2 ans et nous avons eu du retard sur effectivement l'exécution des fonds européens. Mais nous avons rattrapé ce retard puisque nous avons aujourd'hui un taux d'engagement qui est excellent et que pendant toutes ces années, nous n'avons jamais eu de dégagement d'office. C'est important de le dire, alors que la réglementation, elle est très difficile à mettre en œuvre et tous les contrôles qui ont été effectués auprès des services de la région, de la direction Europe, nous avons toujours reçu des satisfecits à la fois de la Commission que de la commission interministérielle concernant la gestion des fonds européens. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit de la volonté du président de faire en sorte que lorsqu'on travaille, on le fait avec sérieux et d'abord pour que les choses puissent avancer. Mais bien évidemment, je ne peux pas dire que tout va pour le meilleur. Nous aurions aimé faire encore beaucoup plus. Et vous m'avez toujours entendu dire qu'il faut qu'on aille vers cette simplification administrative parce que l'administration française tue l'économie aujourd'hui. Et je pense que cette révolution, elle doit venir. Elle va venir à un moment donné. Est-ce qu'elle doit venir par une évolution de notre statut? Peut-être pour la Guadeloupe, mais plus globalement, il faudra aller vers moins de bureaucratie, il faut faire plus confiance aux acteurs. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, les élus, nous sommes freinés dans notre action. Non pas, comme j'entends certaines personnes qui souhaitent occuper des hautes responsabilités en Guadeloupe, dire qu'on ne fait rien, que nous sommes des fainéants, c'est qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi parce qu'il s'agit de l'argent public. Lancer une procédure de marché, il ne faut pas considérer qu'on va faire une route en 6 mois. Rien que les procédures de marché, vous avez parfois plus d'1 an de consultation et lorsqu'il s'agit de lancer une déclaration de service public, mettre en place une DSP, il vous faut 2 ans, voire 3 années. Donc, on ne peut pas occulter ces délais réglementaires tant qu'effectivement le législateur ou notre statut ne nous le permettra. Voilà. Très bien. Malgré les blessures, vous êtes Pourquoi disposé... des blessures? Je ne suis pas blessée. Je suis debout devant vous, Monsieur Fandéré. Oh, très bien. Je ne suis pas une femme blessée. Et d'ailleurs, je crois que j'ai reçu une éducation. Tout le monde sait mes origines. On ne baisse jamais la tête. On reste toujours droit. Pas droit dans ses bottes, mais toujours avec ses convictions, ses valeurs. Et on trace sa route. Bon, j'enlève les blessures. Voilà. Donc je veux pas, je ne suis pas un petit oiseau blessé et j'ai pas besoin de cocooning. Je suis effectivement quelqu'un. Je tire beaucoup d'enseignements de ces 6 années. Je tire beaucoup d'enseignements du retour depuis 2012 en Guadeloupe. J'ai appris à mieux connaître mon pays. Je pensais le connaître et tous les jours je le découvre. Donc j'ai appris aussi qu'il faut en politique faire preuve de beaucoup d'humilité, savoir écouter les autres, savoir se dire qu'on n'a pas toujours raison et que même dans la difficulté, ce que quelqu'un peut dire et qui peut être contradictoire, essayer de voir ce qu'on peut construire avec lui parce que je crois que dans l'homme, il y a toujours une propension à vouloir avancer, à vouloir faire quelque chose. Je vois l'homme, l'individu, toujours comme quelque chose de positif en soi. Après, il y a des comportements, je dirais, politiciens. D'ailleurs, vous ne me trouvez jamais là, à ce moment-là, parce que, hors caméra, souvent les mêmes personnes qui se critiquent, ce sont elles qui vont boire un verre ensemble. Et tant mieux pour les Guadeloupéens. Allez, malgré les contrariétés, on va dire, vous êtes disposé à servir encore le pays? Oui, je suis disposée, si effectivement je peux jouer un rôle. Maintenant, je ne suis pas indispensable. Attention, hein. Je ne suis pas une femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ça ne m'intéresse pas.
La recherche d'un mandat pour un mandat, ça ne m'intéresse pas. Si effectivement, à un moment donné, vous avez vu des élus qui ont su tirer des enseignements et qui ont pu rebondir différemment, on peut toujours rebondir. Il faut d'abord regarder quels vont être effectivement les enjeux pour cette prochaine mandature. Et dans le cadre de cette orientation qu'on souhaite pour le pays Guadeloupe, est-ce que vous pouvez vous inscrire et qu'est-ce que vous pouvez apporter? La politique, il consiste à dire, on balaye tout, on ratisse large et on repart avec que des personnes qui seraient en capacité de le faire, des personnes nouvelles. Je crois qu'on a besoin de tout. On a besoin de tout pour construire. On a besoin de l'expérience, on a besoin de sagesse que peuvent apporter nos aînés et on a besoin effectivement de jeunes qui ont des envies, qui peuvent bousculer les choses et qui peuvent effectivement pousser des initiatives nouvelles que nous-mêmes, parce qu'il y a une différence de génération, on peut ne pas percevoir. Il faut tout pour faire un monde. On aurait pu penser que vous auriez tourné le dos à la politique, non seulement parce que vous avez perdu Basse-Terre, mais en plus parce que la justice ne vous a fait aucun cadeau là, depuis quelques mois. C'est parce que peut-être je gêne le paysage politique. L'échec à Basse-Terre, pour moi, n'est pas un échec en soi. Je tire une très grande fierté. Peut-être ça peut étonner beaucoup de se dire elle a perdu et elle dit ça aujourd'hui. Je me suis posé la question, est-ce que je pouvais gagner, Monsieur Fendéré? Je dis oui, je pouvais gagner. Peut-être en utilisant des pratiques que je me suis juré de ne jamais faire. Le clientélisme, c'est pas ma tasse de thé. Et donc j'ai préféré perdre, mais perdre en gardant mes valeurs. Donc je sais aujourd'hui ce qui est important de faire lorsqu'on s'engage en politique. Et j'ai pas voulu, j'ai vraiment pas voulu, quelques mois avant les élections, utiliser c'est ce des même moyens. clientélisme qu'on vous a reproché par le passé? On ne m'a pas reproché un clientélisme, je n'étais pas en responsabilité. Moi, je n'étais pas en responsabilité, je suis en responsabilité au niveau de la ville depuis 2014. Le nombre d'agents de la ville de Basse-Terre est passé de 354 à 323. Donc moi, j'ai plutôt diminué la masse salariale. Vous imaginez, à la veille d'une élection, ou un an avant, je recrute 30 à 40 jeunes sur la ville de Basse-Terre. Ça fait beaucoup de familles qui sont contentes. Moi, j'ai regardé d'abord la situation de la ville. J'ai regardé, est-ce qu'effectivement, nous avions besoin ou pas de fonctionnaires en plus, d'agents pour faire fonctionner cette collectivité. Or, ce n'est pas le cas, puisque la masse salariale représente déjà plus de 76% du coût de fonctionnement de cette collectivité. Donc, j'ai préféré effectivement perdre, mais j'ai voulu effectivement conserver ce qui fonde mon engagement en politique. J'ai toujours dit que je voulais être en politique, d'abord pour tenir un discours de sincérité, de franchise, et mettre mes compétences au service du plus grand nombre. Et vous faites confiance à la justice de ce pays? Sur la justice, je suis trop respectueuse des institutions de mon pays. Quelles sont ces institutions? C'est le pouvoir donné par la population au travers des élus. C'est pour ça que, d'une manière générale, quels que soient les élus, on doit avoir un respect pour l'élu, pour ce qu'il représente, parce qu'il a la légitimité du peuple. Vous avez un autre pouvoir qui est essentiel, un autre pilier dans notre République. C'est celui que vous occupez, le droit à l'information. Et vous avez effectivement la justice. Vous ne m'entendrez jamais critiquer un des piliers de la République, la justice. Le moment venu, effectivement, il faudra que je m'explique. Je m'expliquerai. Et je l'ai dit dans un communiqué, mais je le ferai devant les magistrats, jamais sur les médias. Très bien, on le voit, à travers le casting qui se dessine pour ces régionales à venir, la société civile veut se faire entendre. C'est une évolution positive pour notre démocratie? C'est une évolution positive, ça fait depuis maintenant plus d'une dizaine d'années qu'au niveau du fonctionnement des démocraties, en général, la société civile souhaite prendre une part plus importante. Mais il faut trouver un équilibre entre cette société civile qui veut s'exprimer, et on peut le comprendre, et les élus qui sont légitimes parce qu'ils ont été choisis par le peuple. Et en plus, il faut savoir que le législateur a fait peser beaucoup de responsabilités, à la fois des responsabilités civiles et pénales sur les élus, et un peu moins sur la société civile
qui, si elle n'est pas engagée politiquement, ne va pas supporter ces risques-là. Donc, attention de ne pas faire jouer aux élus le rôle ingrat qu'on ne veut pas assumer, parce que ce n'est pas toujours évident quand on est maire, par exemple, et de se dire qu'il y a un terrain de basket qui risque de tomber. Non, mais je parlais de la société civile qui brigue les suffrages, là. Mais la société civile qui brigue les suffrages, c'est tout à fait normal. Au départ, nous étions tous dans la société civile. Nous venions de la société civile. C'est vrai que beaucoup d'élus sont issus de la fonction publique, mais à ce moment-là, il faut se poser la question du statut de l'élu. Et pourquoi certains de la société civile ne font pas le cheminement d'aller vers un poste électif? Peut-être que l'intérêt n'y est pas. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut trouver ce juste équilibre entre la société civile qui doit pouvoir s'exprimer, et les élus doivent entendre, mais en même temps, le partage des responsabilités, parce que demain, il ne faudrait pas qu'on ait d'un côté ceux qui ont la belle parole publique, et les élus devraient raser les murs tellement ils ne seraient pas considérés par l'opinion publique. Une société dans laquelle les élus sont jetés en pâture, ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne me réjouis jamais de cela, parce que tôt ou tard, ça se termine sous une forme d'une dictature ou d'une prise de pouvoir qui est détenue dans la main de 1 ou 2 leaders. Donc, au contraire, il faut plutôt accompagner à développer une classe politique avec effectivement des principes, des valeurs, et tout ça, je pense, peut y contribuer. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne faut pas se féliciter aussi de la disparition des partis politiques. Les partis politiques peuvent contribuer à former les élus, à former autour d'une idéologie. Justement, parlons des partis. Et aujourd'hui, les partis ont tendance à disparaître. Et ce n'est pas une bonne chose. Regardez au niveau de la métropole, la difficulté du président Macron, qui certes, parfois, a des idées plutôt novatrices, mais on voit bien qu'il a une vraie difficulté parce qu'il n'a pas un parti structuré, La République En Marche, qui est pratiquement inexistante, et ça ne lui permet pas d'aller au bout de ses projets. Donc, je regarde toujours 2 fois avant de critiquer et de dire il n'y a qu'un faucon. Parce qu'il faut vraiment prendre le temps de l'analyse et de l'observation pour faire les bons choix. La droite en Guadeloupe, Marie-Luce Panchard, c'est terminé. La droite républicaine. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous avez oublié. Moi, j'ai oublié. Je ne vois pas ce qui différencie parfois les prises de position des uns et des autres. Vous avez bien vu que depuis l'évolution même du Parti socialiste entre celui qui est arrivé en pouvoir en 81 et en 2004-2007 avec notamment quelqu'un comme Manuel Valls, on voit bien qu'il y a un cheminement qui fait que les frontières ne sont plus si évidentes que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aujourd'hui, les Républicains, si vous voulez parler de ce parti, c'est inexistant. Il n'y a plus personne, plus aucun élu. Et j'en veux pour preuve que l'élection du président de la fédération s'est faite avec un nombre d'adhérents dont on estime à 30-31 et simplement 13 personnes qui ont voté pour un président et il y avait une seule candidature. Est-ce que vous considérez cela comme un parti installé dans le paysage politique alors qu'une association politique comme celle des Abîmes ou celle de Trois-Rivières ou celle de Bouillante, et je pourrais en citer d'autres, regroupe parfois 200, 300 militants qui paient des cotisations au sein de ces associations. Donc ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, ça permet effectivement à certaines personnes de s'exprimer dans les médias. C'est tout, ça vous donne une carte de visite. Très et bien. d'ailleurs, je vois qu'aujourd'hui, un élu qui ne fait plus partie des Républicains est candidat à l'élection présidentielle, en la personne de Xavier Bertrand. Des nouvelles de votre mère, Lucette Michaud-Chevry, comment va-t-elle? Je veux rassurer les Guadeloupéens, je reçois beaucoup de messages, elle reçoit beaucoup de messages, c'est dur, mais elle se bat. Merci à vous, Marie-Luce Panchard, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous pour votre fidélité à Franc Parler. On se retrouve très vite sur Éclair TV.